Le journal. Tout de suite. Le journal. Tout de suite. Le journal. Tout de suite. Le journal. Construction d'un quai flottant. Bonsoir et bienvenue à cette édition, mesdames et messieurs. Un intervenant à ce journal, monsieur Dieudonné Bonali, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fiston Oleko, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Oui, j'informe à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste à Géopolis. Vous revenez fraîchement, bien évidemment, comme envoyé spécial du parc des Garamba et à la semaine minière de la RDC en anglais, DRC Mining Week. Voilà, je vous reviens, mais nous allons entamer avec l'information. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à Paris, capitale de la République française, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à une table ronde présidentielle sur l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGIA en sigle, au Palais Brognard, organisé par la Banque africaine de développement BAD en sigle. Le Premier ministre a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans le secteur énergétique, entre autres, avec le projet INGA. Suivez. Au nom du président de la République Félix Tshisekedi, le Premier ministre Sama Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la RDC en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans le secteur énergétique, avec un point d'honneur sur le projet INGA. Nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie, dit eau pour ces populations. Qui dit énergie, dit industrie. Et donc, agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté et nous espérons que vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. La BAD compte lever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. S'il faut revenir sur les objectifs de cette rencontre, il faut dire que ce forum international de 2 jours, soit le 22 et le 23 juin 2023, convoqué par Emmanuel Macron et qui se tient à Paris, connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. L'objectif de ce forum est de financer le développement durable dans les villes et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre les objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le climat. La délégation congolaise est composée de quelques membres du gouvernement, notamment les ministres d'État en charge du budget, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, lui qui était déjà à Paris avant la grande délégation, le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias. Toujours en rapport avec ce sommet organisé par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, alors que la délégation de la RDC se trouve déjà à Paris, conduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Après leur arrivée, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a évoqué l'agenda du Congo-Kinshasa. Suivez.
Nous venons d'arriver à Paris pour accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement qui représente le président de la République à ces grands sommets sur le nouveau pacte financier mondial initié par le président Macron. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'FMI et la Banque mondiale, mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. C'est pour ça qu'il y a cette délégation qui vient d'arriver sur Paris pour prendre part à ces travaux. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons des ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Restons dans le domaine de la coopération. Dans sa première rencontre avec la presse, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine a dévoilé ses ambitions de surcroît, celle de son pays pendant son mandat. Ce mercredi 21 juin, Zhao Bin a balayé plusieurs sujets allant de la visite d'État de Félix Tshisekedi en Chine le mois dernier, passant par le contrat chinois pour chuter sur les priorités culturelles. Enoch Issei. Devant la presse, Zhao Bin ne cache pas l'importance qu'il accorde à l'amitié qui lie les deux peuples, le respect du peuple chinois au peuple congolais, épris des pays, des stabilités, des souverainetés et de l'indépendance. Faire davantage de valeur ajoutée sur les richesses naturelles du territoire congolais figure aussi dans la liste des accomplissements à réaliser. Cela va dans le sens d'aider la RDC dans le développement des chaînes de valeur et des renforcements des chaînes industrielles. Du point de vue de partage d'opportunités, la Chine offrira environ 200 opportunités des formations à la partie congolaise dans différents domaines. Au sujet du passage du président congolais Félix Antoine Tshisekedi en Chine du 24 au 28 mai dernier, l'ambassadeur s'est réjoui que cette visite d'État a permis de renforcer les accords de coopération qui couvrent non seulement les secteurs de mines et infrastructures, mais aussi le secteur à venir comme l'économie verte, le numérique et l'énergie renouvelable. C'est une visite importante et historique. Le chef d'État se sent convenu à l'issue d'établir une relation de partenariat stratégique et de coopération globale qui signifie que les relations entre nos deux pays ont été élevées à un niveau sans précédent. C'est une visite qui marque l'histoire des relations entre la Chine et la RDC, a-t-il dit. Au sujet du contrat chinois, il fait remarquer le contexte de l'époque de sa signature qui n'était pas le même actuellement, soulignant au passage que le succès de ces contrats a permis d'attirer davantage d'investisseurs qui suivent les pas et permettent à la RDC de développer ces secteurs. La contribution de ces contrats chinois dans la construction du pays est réelle. En matière de construction des infrastructures, il y a la rénovation du boulevard du 30 juin, l'avenue du tourisme, le boulevard Triomphal, l'hôpital du Cinquantenaire, etc. En termes de création d'emplois, cette coopération a créé 20 000 emplois dans le secteur d'infrastructure et 10 000 pour le secteur minier. Changeons de chapitre à présent, on va parler du retrait de la force onusienne de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a rassuré la MONUSCO sur la montée en puissance des FARDC durant la période de transition et du processus de retrait des forces onusiennes de la RDC. C'était lors de l'entretien qu'il a accordé ce mercredi à Kinshasa à Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC chargé de la protection et des opérations. Suivez-le dans ses propos recueillis. J'étais venu présenter mes civilités au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, chez Jean-Pierre Bemba, avec qui je me suis déjà entretenu au niveau, lors de la dernière réunion et la visite de M. Lacroix, et voir avec lui le suivi d'un certain nombre de dossiers qui nous lie, donc le dossier de coopération entre le ministère de la Défense et la MONUSCO, et notamment dans le cadre de la transition de la MONUSCO. L'un des dossiers évidemment les plus importants, c'est voir comment nous allons articuler, mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale, pour voir comment mettre en œuvre
cette montée en puissance, si vous voulez, des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre par rapport à ce dossier. Et donc, comme vous le savez, la MONUSCO reste entièrement à la disposition du gouvernement congolais pour voir comment, graduellement en tout cas, l'autorité de l'État, surtout au niveau sécuritaire, peut être restaurée dans cette partie de la RDC, que sont donc les 3 provinces de l'Est de la RDC. Je suis au courant du rapport, mais vous savez, dans la structure des Nations Unies, le Conseil de sécurité est un organe, le secrétariat est un organe. Donc ce rapport, c'est le rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité. Et comme vous, je l'ai lu, on a pris connaissance de ce rapport, mais c'est au Conseil de sécurité. D'un VPM à l'autre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présidé à Kinshasa une triple activité, à savoir la cérémonie de clôture de la première phase des opérations de marquage d'armes qui a eu lieu dans la partie est du pays, la poursuite des mêmes opérations au niveau des provinces restantes, ainsi que le lancement du marquage d'armes détenues légalement par les civils. Patrick Ilunga. Le patron de la territoriale qui indique que les opérations de marquage d'armes entrent dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et à petit calibre, facteur d'insécurité au pays et dans la sous-région, signale qu'environ 314 000 armes ont été déjà marquées dans 6 provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, le nord et sud Kivu, la province du Congo central, celle de l'Ituri ainsi que la province du Tanganyika. Et depuis son élection à la magistrature suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la réduction de la violence armée par la lutte contre la circulation illicite des armes légères et des petits calibres en vue de restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement à l'est du pays, son cheval de bataille. C'est dans ces cadres que le processus de marquage d'armes étatiques démarré en janvier 2015 continue jusqu'à ces jours. De ce fait, les armes nouvellement marquées passent à l'enregistrement et ensuite un code unique de marquage est attribué à chacune d'elles, conformément aux directives du Centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique ainsi que les pays limitrophes, a dit Peter Kazadi. Pour ce qui est du lancement de marquage d'armes détenues par les civils, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a déclaré que, eu égard à la menace que présente la circulation illicite des armes légères en RDC, le gouvernement congolais a défini un programme national de marquage qui inclut les procédures opérationnelles et comporte premièrement le déploiement des équipes de marquage au niveau de chaque province afin d'accélérer ce processus de marquage d'armes. Deuxièmement, le marquage de toutes les armes détenues légalement par les civils et troisièmement, la recherche des partenaires techniques et financiers pour ces processus. Autre chose à présent, le ministre de l'Agriculture a fait d'une pierre deux coups lors de sa descente au Kasaï, après l'étape du village Nyongolo dans la province de la Lomami pour la concrétisation du programme de développement agro-industriel de Ngandajika, Prodon en sigle. Maître José Mpanda Kabangu s'est rendu le jour suivant à la base agricole de Nkwadi, à plus de 40 km de la ville de Mbujimayi, dans le territoire de Tshilenge, au Kasaï oriental, accompagné du secrétaire général à l'agriculture. Il a tenu des réunions avec des intervenants dans plusieurs projets agricoles. Suivez. Aussitôt atterri à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi dans l'après-midi de mercredi 14 juin, le ministre de l'Agriculture s'est directement rendu en véhicule à Ngandajika. Arrivé tard dans la nuit, Maître José Mpanda Kabangu a communié avec la population à qui il a transmis l'objet de sa visite.
C'est le matin de jeudi 15 juin que le ministre de l'Agriculture et la délégation qui l'accompagnait sont descendus au site prévu pour le développement de Prodan au village Nyongolo, bravant une route chaotique et traversant la rivière Mpata sur un bac presque archaïque. Après la découverte de ce site de 4,5 000 hectares et l'entretien avec les chefs de terre, le ministre de l'Agriculture s'est ainsi exprimé. J'ai vu les mécas de maïs là-bas à 4 000 francs. Moi, je suis du terroir. Quand on a grandi, les maïs étaient pratiquement à moins de 500 francs ici. Et on savait qu'Nganajika, c'est les craignait. Et il y avait de bonnes terres ici, avec PMKO, avec Inera, avec Ferme Mpoyo sémentière. Nganajika présentait tout ce qu'il y avait comme potentialité agricole. Nous devons faire un effort pour que nous puissions absolument lancer les travaux pour couper la dépendance à l'extérieur et arriver même à produire assez et exporter même. Et c'est ce qui a été Nganajika qu'on a connu dans les temps, puis c'était un craignant agricole. Nous pouvons arriver à remettre Nganajika comme il a été avant. Pour éviter l'échec de ce projet initié en novembre 2021 et financé à hauteur de 70 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, alors que son évaluation correcte est d'au moins 400 millions de dollars américains, Maître José Mpanda Kabangu, qui est dans l'approche de partenariat public-privé, va y associer avec l'aval obtenu de la BAD et du gouvernement congolais, la société Eurase dont le représentant est dans la suite. Dans sa générosité légendaire, Maître José Mpanda a, sur le chemin de retour, payé les frais de la traversée de la rivière Mpata d'une centaine de vélos et motos transportant les denrées alimentaires vers Ngandajika. On va faire un retour sur l'arrivée des 16 rhinocéros achetés par Barrick Gold Corporation, actionnaire gérant de Kibali Gold Mine. L'avènement de ces pachydermes en provenance de l'Afrique du Sud a été effectué sous l'assistance du gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bazianenanga. Il faut dire que ces rhinocéros ont été introduits au parc national des Garamba. Suivez le gouverneur au micro de Dieudonné Bonali, notre envoyé spécial à cet événement. Nous remercions d'abord Barrick est initiateur, je crois, de la venue de ces espèces en voie de disparition dans les parcs de la Garamba, qui occupent 20% de notre superficie et où nous voudrions maintenant faire se rentabiliser. Je pense bien que la venue de ces animaux va pousser le tourisme et va aussi nous contraindre, nous tous, que ce soit le gouvernement central et le gouvernement provincial, à travailler sur les infrastructures de façon que nous soyons très fréquentables. Si cela n'est pas fait, je pense bien qu'on aura jeté de l'argent dans l'eau. Je ne pense pas que ce sont des efforts qu'on veut faire là. On va dépenser beaucoup d'argent pour le rentabiliser au profit de la province, au profit du pays. Je sais que c'est un patrimoine mondial. Ce patrimoine mondial devrait voir des environnements et des impacts sur le plan de certes l'environnement, mais aussi et surtout la vie sociale, la communauté riveraine devrait être plus importante. Donc nous faisons, nous partons maintenant pour que la route qui va de Farage à Dungu, celle qui constitue pratiquement la clôture du parc, qui va de Dungu à Bitima, et de l'autre côté qui va de Farage à Aba, c'est ça le parc, jusqu'à notre limite avec les Soudan du Sud. Nous supposons que ces animaux vont attirer l'attention du monde entier et que le monde entier, s'ils ont fait cette attention-là pour les animaux, peuvent encore comprendre que non, il y a des hommes qui vivent autour de ces animaux. Il y a un parc qui se retrouve dans notre province et la province tient à ce qu'il tire des dividendes mérités et proportionnels à l'investissement qu'ils veulent faire ici, parce que c'est vraiment restaurer une espèce qui certainement est en bonne situation. Comme je vous ai dit à l'entame de ce journal, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Dieudonné Bonali, journaliste à Géopolis Télévision, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fisto Oleko. Vous avez été notre envoyé spécial au parc national de Garamba lors de l'arrivée de ces pachydermes. Décrivez-nous un peu l'ambiance de cette arrivée dans la province du Haut-Tuélé. Bon, il faut d'abord dire que le parc national de la Garamba fait partie des parcs nationaux qui sont menacés de disparition. Là, quand nous entendons par disparition, il s'agit de sa population animale.
Il a été même conseillé aux autochtones, même à certains chefs coutumiers, de déplacer tous les animaux qui sont actuellement au parc national de la Garamba pour les amener au Kenya, à Nairobi. Cette demande des experts avait reçu un refus catégorique de la population disant, bon, selon ce qu'ils avaient entendu, qu'on veut piller nos animaux. Et le parc national de la Garamba et le parc national de Virunga et d'autres parcs sont victimes des groupes armés. Il y a certains groupes armés qui profitent de l'absence de l'armée nationale et de l'administration dans certains coins de la République pour tuer ces animaux, dont les rhinocéros. Pourquoi? Parce que il faut exploiter l'ivoire et le vendre, et les bénéfices tirés de la vente de l'ivoire leur permet de vivre dans la forêt et surtout d'acheter des armes. Maintenant, Barrick Gold Corporation, qui est l'un des 3 actionnaires à la joint venture Kibali Gold Mine, c'est même l'actionnaire gérant, face à ses responsabilités et voulant répondre aux exigences légales qui demandent à toute entreprise minière de contribuer non seulement au développement des communautés là où vous avez votre mine, votre exploitation minière, mais aussi de participer à la protection de l'environnement. J'aimerais souligner ici que Barrick, que ce soit sa filiale, Kibali Gold Mine, les 2 entreprises n'ont jamais participé à la disparition de cette espèce qui est les rhinocéros. Mais au contraire, Barrick a trouvé qu'il y avait, depuis 1960, une population de plus ou moins 1600 rhinocéros. Mais au jour où nous en parlons, le parc est resté avec une population de moins de 10 rhinocéros. Et ce qui a été un coup dur pour le tourisme, même pour la faune, la flore, bref, pour la biodiversité. Alors, Dieudonné Bonali, dites-nous un peu, pourquoi Barrick Gold Corporation, gérant de Kibali Gold Mine, s'intéresse-t-il tant à cet animal? Voilà, pour des raisons. La première raison, je l'ai dit en introduction, Barrick veut contribuer à la restauration du parc national de la Garamba. Pourquoi? Tout le monde ne peut pas aller travailler à la mine. Au jour d'aujourd'hui, Kibali Gold Mine semble être la seule entreprise qui participe à la diminution du chômage dans cette partie de la République. J'ai cité la province du Haut-Ouélé. La politique du docteur Marc Buisseau, le PDG de Barrick, est la suivante. Il faut créer d'autres Kibali Gold Mine autour de la mine qui vont faire en sorte qu'on puisse absorber toute cette main-d'œuvre-là, tous les demandeurs-là d'emploi. On ne peut pas les absorber seulement en les embauchant à Kibali Gold Mine. En soutenant, par exemple, les projets de restauration du parc national de Garamba, non seulement on va promouvoir le tourisme, on va promouvoir l'écotourisme, un tourisme responsable. Et je vous dis en pensant que ces parcs, avant sa fermeture, employaient 500 personnes. Et autour du parc, il y a des activités qui vont se développer. Il y a l'élevage, la pisciculture, et bref, l'agro-pastoral. Selon les études, si aujourd'hui on ouvre à nouveau ces parcs au tourisme, non seulement on va réembaucher 500 Congolais, mais aussi on va créer plus de 9000 emplois indirects. Donc c'est plus ou moins 10 000 emplois qui sont en jeu, qui seront créés dans les prochains jours. Et il faut souligner aussi que ce parc n'est pas situé loin de la mine. C'est plus ou moins 30 km qui séparent le parc national de la Garamba et la mine de Kibali. Et dans cette région, pullulaient jadis les Mbororo, les fameux éleveurs centrafricains. Vous avez aussi les groupes armés et les rats qui menaçaient tous les animaux, dont les rhinocéros. La deuxième raison est que les rhinocéros blancs
c'est l'animal totem des Kibali Gold Mine. Aujourd'hui, si vous avez la chance de participer à la conférence de presse de cette entreprise, même si vous tombez sur un document, un courrier de cette entreprise, vous allez voir sur leur logo, revient souvent les rhinocéros. C'est l'animal, en fait, symbole non seulement du parc, mais c'est aussi l'animal symbole de cette entreprise qui figure sur les logos. Cette entreprise s'est inspirée de cet animal pour tirer un peu sa force, sa puissance, sa ténacité, avec lesquels Kibali Gold Mine extrait les minéraux du sous-sol de la province du Haut-Uele pour les transformer en lingots d'or vendus sur les marchés internationaux, dont principalement la bourse de Londres. Vous avez parlé ici en liminaire des retombées justement de cet avènement des ces pachydermes, des rhinocéros blancs qui sont au nombre de 16. Est-ce qu'il y a encore d'autres retombées, par exemple sur le plan écologique? Bon, sur le plan écologique, il faut dire que le nombre de rhinocéros dont a besoin le parc national de la Garamba, c'est 50. Mais Barrick Gold, qui a participé à la constitution des fonds, au montage du capital pour la restauration de ces parcs, le montant global, c'est 7 500 000 $ américains. Barrick Gold a participé à hauteur de 2 500 000 $ américains. Le reste, c'est l'ISAID, l'Agence de coopération américaine, et une institution de conservation de la nature des États-Unis, l'homologue de notre ICCN. Et ces fonds, la participation des Barrick va aider au transport de ces pachydermes, à l'achat des carburants pour les avions d'observation, à l'aménagement des routes et puis à la réhabilitation des camps et des maisons. Et il y a même un petit hôtel là-bas pour l'accueil des touristes. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un premier groupe de rhinocéros qui était arrivé, 8. Et 3 jours après, il y a un autre groupe de 8 rhinocéros, ce qui fait au total 16 rhinocéros. Mais les 50 autres ne vont pas venir maintenant, parce qu'on est en train d'étudier leur intégration avec l'aide des vétérinaires et d'autres spécialistes. Et ils doivent d'abord s'adapter à l'environnement, et puis on va les libérer dans la nature tout en les séparant des rhinocéros originaires de la RDC. Donc, chaque groupe de rhinocéros aura sa zone pour se multiplier et essayer de revenir à l'ancien nombre qu'on avait jadis. Chaque groupe de rhinocéros sera dans sa zone pour se multiplier. Voilà, c'est peut-être votre mot de la fin par rapport à ce dossier, mais vous étiez aussi pour le compte des Géopolis à la semaine minière de la RDC, en anglais DRC Mining Week. Que pouvons-nous retenir par rapport à cet événement? Bon, il faut dire que c'était la 18e édition de la semaine minière de la RDC, en anglais DRC Mining Week. Ce n'est pas tous les jours que tous les acteurs intervenants dans le secteur minier se rencontrent. Ils se rencontrent souvent chaque mois de février en Afrique du Sud, à Cape Town. Là, il s'agit de Indaba Mining. Mais les participants se sont dit pourquoi venir chaque année, une fois l'an, se rencontrer, parler des problèmes du secteur seulement en Afrique du Sud. Au niveau de chaque pays africain qui a un potentiel minier, on peut commencer à organiser des forums et parler des problèmes particuliers de chaque pays. Parce qu'ici, nous parlons des problèmes mondiaux qui touchent au secteur minier. Il y a les problèmes liés à l'accès à l'énergie, qui n'est plus suffisante pour produire les minéraux. Vous avez l'accès difficile des femmes dans les secteurs. Vous avez les questions liées aux droits de l'homme. Vous avez les questions liées au travail des enfants et aux filles mères et à la femme. Vous avez aussi des questions liées au partage des bénéfices pour que tout le monde se retrouve, et les communautés et les opérateurs miniers qui ont mis la main dans la poche pour investir. Souvent, les États africains n'ont pas d'argent pour investir dans ce secteur. Et l'État lui-même qui tire bénéfice de tous ces investissements en engageant des impôts et taxes et autres financements provenant de la fiscalité. C'est l'endroit idéal, DRC Mining Week, où
la société civile, les opérateurs miniers, l'État et les représentants des communautés discutent de tous les problèmes sans tabou liés au secteur minier. L'édition 2023 a été très enrichissante. Elle a connu la participation du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge et puis le gouverneur de la province haute du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, et surtout des pertinentes recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État, à l'endroit des opérateurs miniers et de la société civile, des communautés riveraines pour une exploitation responsable qui tienne compte aussi des générations futures et des générations présentes. Des questions liées à la pollution aussi minière ont été aussi évoquées et surtout liées aussi à la préservation de l'environnement. Ça a été vraiment une conférence très enrichissante. Et puis nous, les professionnels des médias, nous en avons aussi profité pour conclure quelques partenariats. Nous avons besoin des abonnements, nous avons besoin des communications, des informations. Justement, pour nos lecteurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Je retiens de cette édition 2023 des DRC Mining Week que c'était très enrichissante. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Bonani. Merci aussi pour votre invitation. Et merci aussi à nos téléspectateurs de nous avoir suivis, surtout ceux qui ont eu l'électricité ce soir. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. La venue de l'université dans la ville de Kinshasa, reliant plusieurs communes, vient d'être dotée des lumières publiques. C'était à l'occasion de sa visite d'inspection des grands travaux que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé ces dispositifs ce mercredi. Il a commencé sa tournée d'abord par l'avenue Landou dans la commune de Selembao en pleine construction pour relier les quartiers Kanluka de la commune de Ngaliema. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a marché de l'avenue de la Libération jusqu'au pont Lubudi jeté sur la rivière Makelele. Ensuite, le premier citoyen de Kinshasa s'est rendu au quartier Matungi dans la commune de Kalamu pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des avenues Oshui, Permanence et Pozo. Puis, il est allé visiter le parc d'attractions situé entre la 3e rue et la 7e rue Lumété résidentielle qui va se poursuivre jusqu'à la 18e rue et dont l'inauguration est prévue pour début juillet prochain. Là, l'autorité urbaine a apprécié le génie congolais dans l'embellissement de cette zone longtemps restée comme le bastion des bandits. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa a bouclé sa tournée par le lancement de l'éclairage public sur l'avenue de l'université dans la commune de Kalamu. Cette avenue est désormais éclairée de la 1e rue Limité jusqu'au rond-point Ngaba. Et c'est à la grande satisfaction des populations riveraines. Devant la presse, l'autorité urbaine n'a pas manqué à dire. L'éclairage public a un défi monène. Pour le gouverneur, quand on a bandaki Moussala, dans le mois de mai 2019, le lot au mois de juin 2023, c'est-à-dire 4 ans et 1 mois, tout ça, Moussala est belé dans le Mukete. Dans le Bayango Mingi, quand on a été dans la ville, Nathalie, Misala Nyonso Bassa dans la ville, le gouverneur Mokote a sali 1 km à Anzela. Mais depuis tout ça, Bandi Misala, Misala est tellement belé, tout ça à pied d'œuvre sur ce qu'on m'a fait 15 km. Tout aussi ici, Elengue Sayali 6 km 700. Tout allez à pied d'œuvre sur Abdikikuit, il n'y a pas pont. Il allait à peu près 5-6 km. Cette initiative est également saluée par les usagers de ces tronçons qui n'ont pas également manqué de manifester leur joie en présence de l'autorité urbaine. Et oui, mesdames et messieurs, on va parler du sport dans ce journal. Le tournoi de football Fatchi Cup U20 va se dérouler du 1er au 9 juillet à Kinshasa après avoir obtenu l'accord de la Confédération africaine de football CAF en sigle, représenté par l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC, le mercredi 21 juin dernier. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère des Sports et Loisirs de la RDC, la Fédération congolaise de football association, ainsi que l'UNIFAC pour l'organisation de cette compétition qui, au départ, avait suscité beaucoup de polémiques. Blessed Kouzola.
Le tournoi de football Fachi Cup U20 va se dérouler du 1er au 9 juillet à Kinshasa après avoir obtenu l'accord de la Confédération africaine de football CAF représentée par l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en sigle. Mercredi 21 juin dernier, un protocole d'accord a été signé entre le ministère de Sport et Loisirs, la Fédération congolaise de football association ainsi que l'UNIFAC pour l'organisation de cette compétition qui au départ avait suscité des polémiques. La CAF a finalement décidé de donner pour la première fois à RDC l'organisation de ces tournois régionaux des équipes de moins de 20 ans baptisés Fachi Cup U20, question de rendre hommage au président de la RDC Félix Tshisekedi. Cependant, un tirage au sort a été effectué à l'occasion pour établir les calendriers de ces tournois qui verra la participation de 6 nations. Il s'agit de la RDC, pays hôte, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. À l'issue des résultats du tirage au sort, les Léopards U20 vont lancer la compétition contre leur homologue du Tchad le 1er juillet à 17h au Stade des Martyrs. Par ailleurs, le Gabon affrontera la République centrafricaine dimanche 2 juillet à 15h avant que le Cameroun affronte le Congo-Brazzaville plus tard à 17h toujours au Stade de Martyrs. Cette compétition va servir de préparation à l'équipe nationale U20 de la RDC qui devrait participer au 9e jeu de la francophonie prévu à la fin du mois de juillet, toujours à Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision et vous n'avez pas tort. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Faut l'on va plein d'ensemble. Un prêt de 23 millions de dollars américains a été alloué au Ghana par la Banque africaine de développement BAD en sigle pour la construction d'un quai flottant moderne. L'objectif est d'améliorer l'offre de services de maintenance et de réparation maritime, de réduire les coûts ainsi que le délai de transport et de logistique, d'assurer une mobilité et une connectivité accrue et stimuler la compétitivité du Ghana. Edouard Funda. Le Ghana va bientôt abriter un quai flottant moderne. Il s'agit d'une installation moderne de réparation des navires à quai flottant dans le port de Takoradi, à l'ouest du pays. Pour la construction de cette infrastructure maritime, le pays a bénéficié d'un prêt de 23,4 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement. Estimé à 137 millions de dollars, le projet comprend la construction d'une jetée de 200 mètres, le dragage de 300 000 mètres cubes de roches dans le bassin portuaire, ainsi que l'achat et l'installation d'un quai flottant d'une capacité de levage de 13 500 tonnes. Selon les experts en matière d'infrastructure de la Banque africaine de développement, la réparation et l'entretien des navires représentent un marché mal desservi sur le continent africain. Néanmoins, l'Afrique peut tirer parti des opportunités et devenir une plaque tournante maritime pour le monde entier avec des investissements colossaux dans ce secteur. Et enfin, dans le souci de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique du Sud a opté pour la reconversion de ses sources énergétiques. C'est dans cette optique que le pays de Mandela a fermé en novembre 2022 la centrale au charbon de Komati produisant 125 MW pour en faire une centrale éolienne. Cette décision donne déjà lieu à des conséquences sur la couverture énergétique dans le pays. Suivez nos amis d'Africa News. C'est en novembre 2022 que la dernière unité de production de la centrale au charbon de Komati en Afrique du Sud, qui produisait environ 125 MW, a fermé. La reconversion de celle-ci en centrale éolienne s'inscrit dans le projet de l'Afrique du Sud de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la fermeture de cette centrale importante pèse sur la couverture énergétique. Bien que le changement climatique soit un problème majeur et que nous devions passer à des sources d'électricité à faible teneur en carbone, nous devons tenir compte du fait que la consommation d'électricité en général en Afrique du Sud est en forte hausse. Nous devons donc continuer à développer les énergies renouvelables, mais ne pas arrêter tout ce qui est fossile tant que nous n'aurons pas suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de base du pays.
La Banque mondiale a accordé un prêt de 490 millions de dollars pour la reconversion de la centrale. Cet argent est censé permettre la formation des anciens employés, mais les travaux piétinent. Il devrait durer 5 ans selon les autorités. Quelques questions ont été soulevées concernant le modèle de financement associé à ce partenariat sur la transition énergétique. Du point de vue de l'Afrique du Sud, seuls 4% du montant représentent des subventions. Pour le reste, il s'agit principalement de prêts. Or, il est évident que notre pays est très endetté. Ouverte en 1961, la fermeture de la centrale impacte économiquement la province de Mpumalanga et les communautés environnantes qui en tiraient profit. Cette semaine, Eskom a lancé un appel d'offres pour la mise en œuvre d'un plan socio-économique visant à atténuer les effets de la fermeture de cette centrale. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse. Pour la revue de presse, nous avons sur ce plateau Blessed Kouzola, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Fiston Eleko. Blessed Kouzola, ouvrons cette revue de presse avec la CENI qui a rendu public les conditions d'éligibilité. En effet, c'est le journal La Prospérité qui a écrit ce matin, élection 2023, voici les conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins. Selon le quotidien, la Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle, à travers un communiqué de presse signé par son rapporteur Patricien Seya, a rendu public les conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins. Ces communiqués précèdent la convocation de l'électorat prévue ce dimanche 25 juin 2023. Voici donc une partie de ce qui est dit. Tout Congolais de l'un ou de l'autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve de dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d'inéligibilité. Le mandataire actif dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de démission, le magistrat qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité, le membre de forces armées et de la police nationale congolaise qui n'auront pas donné la preuve à la date du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise en retraite, a fait savoir le communiqué de presse. Vous devrez trouver ci-dessous l'intégralité du communiqué, bien évidemment, dans le journal La Prospérité. Et oui, dans ces conditions, les principes de la loi sur la congolité ne sont pas reprises. C'est que écrit Forum des As sur 100 manchettes. Élection 2023 excite la congolité. On attendait, dit le journal, que la réforme de la loi électorale de la CENI en ses dispositions relatives aux conditions d'éligibilité de certains citoyens à la présidence de la République intègre la polémique ambiante sur la nationalité. Tel que stipulé, le débat conflictogène entre la congolité semble enterré. On savait que les discussions sur la congolité, une proposition de loi visant à limiter le poste à responsabilité aux seuls candidats nés des parents congolais, avait un soubassement politique pour exclure certains candidats. Déjà déposé en juillet 2021, mais l'Assemblée nationale a rapidement écarté cette proposition de loi, devrait être examinée lors de la session en cours à l'Assemblée nationale qui s'est achevée le 15 juin dernier. Et puis, Blessed Kouzola, le nouvel ambassadeur nouvellement installé en RDC, parle de la coopération entre son pays et la RDC. En effet, c'est à lire au journal L'Avenir paru ce matin qui dit « Visite de Fachi en Chine, partenariat stratégique et global, contrat chinois, perspective de coopération ». Le nouvel ambassadeur chinois dévoile ses priorités. L'auteur de l'article écrit « Le président Tshisekedi est l'un des dirigeants africains à avoir effectué une visite en Chine après la reprise des activités diplomatiques chinoises qui ont été interrompues
pendant plus de 2 ans. Covid-19 oblige. Selon le nouvel ambassadeur chinois en poste en RDC, Zhao Bin, l'accueil chaleureux lui réservé montre l'importance qu'on attache à cet amitié qui lie nos deux peuples. Le journal poursuit. Au cours de sa première sortie médiatique, il a reconnu, parlant du contrat chinois, que c'est tout à fait normal que l'exécution du contrat qu'intervient un différend. Mais il s'agit d'un différend entre frères qui ont un même objectif de faire bénéficier de la coopération au peuple chinois et congolais. Il s'est dit convaincu quant à la lumière de l'esprit d'amitié, de pragmatisme et d'équité, l'on arrivera à trouver un dénouement heureux de ces différends et ça va être l'une de ses priorités. Je vais accompagner la discussion en cours entre les autorités congolaises et les entreprises chinoises pour trouver une bonne méthodologie au règlement de cette question, a-t-il promis. Et puis, on va finir par Matata Pogno et Bahati Lukwebo. Le torchon continue de brûler. En effet, le torchon brûle encore entre les deux personnalités qui partagent d'ailleurs la même chambre du Parlement. Cela s'est traduit par ces titres de Actualité.cd qui a publié un article. Matata Pogno porte plainte contre Bahati Lukwebo. Selon le site internet, le sénateur Matata Pogno Mapon a déposé une plainte contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au parquet près la Cour de cassation. Il juge irrégulière toutes les démarches judiciaires menées contre lui par le procureur général près la Cour constitutionnelle en complicité avec le bureau du Sénat. Cette plainte intervient après un nouveau réquisitoire du PG, donc le procureur général, près la Cour constitutionnelle adressée au bureau du Sénat en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de poursuite contre l'ex-premier ministre. Ça n'est donc tout pour la revue de presse de ce soir. Merci beaucoup, Plessis Kouzola. C'est moi qui vous remercie, Fiston Lucon. Voilà, c'est la fin de cette rubrique revue de presse. C'est avec cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, voici les différents titres. La République démocratique du Congo veut plus d'investissements dans le secteur énergétique dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le Premier ministre Sama Lukonde qui l'a dit à Paris au sommet sur le nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi. Et puis à l'international, pour assurer la compétitivité du Ghana dans le secteur de transport maritime, la Banque africaine de développement, BAD en sigle, vient d'allouer au pays un prêt de 23 millions de dollars américains pour la construction d'un quai flottant. Voilà tout pour ce journal. Pour les titres, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine.